Il la plaqua violemment contre le plâtre froid sans avertissement, sans explication au juste le poids de ce badge et la fureur qui l'entourait. Mais ce qu'il ne réalisa pas à cet instant brutal, c'est que la femme qu'il avait empoignée était là pour révéler la corruption même qu'il croyait défendre. Il ne la reconnut pas, ne saisit pas son but jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard, et que le bras long de la vraie justice soit déjà braqué sur lui. Si cette première image a fait battre votre cœur plus vite ou suscité votre indignation, ne la laissez pas se fondre dans le silence des passants. Partagez ce moment avec tous ceux qui croient encore que le pouvoir doit rendre des comptes, et abonnez-vous aux histoires de Monsieur Max pour entendre les voix trop souvent ignorées. Maintenant, rejoignez-moi dans ce couloir du tribunal, où le silence s'est brisé et l'autorité a basculé. On dit que la justice est aveugle, mais dans ce couloir, on aurait dit qu'elle avait simplement choisi de détourner le regard. Ce matin-là, des gens en costume de prêt-à-porter murmuraient des prières, leurs talons claquant comme un métronome sur le carrelage poli. L'air était tendu, comme si les murs eux-mêmes étaient protégés contre le craquement d'un objet brisé. Puis arriva l'agent Ryan Evans, arpentant le couloir comme s'il s'agissait de son domaine personnel, larges épaules carrées, mâchoire serrée, le regard constamment scrutant. Il ne marchait pas, il patrouillait, convaincu que toute personne non vêtue d'uniforme représentait une menace, surtout si sa peau laissait penser qu'elle n'était pas à sa place. Elle se tenait près des bancs, une silhouette calme et silencieuse, vêtue d'une simple blouse anthracite et d'un pantalon sans prétention, le regard fixé sur les portes du tribunal comme si elle lisait la salle plutôt que d'attendre que quelqu'un sorte. Elle avait la trentaine ou le début de la quarantaine, posée et tranquille. Ryan lui jeta à peine un regard avant de conclure qu'elle était coupable de quelque chose. Avec une rapidité brutale, il arracha son sac à main de son épaule, puis la projeta contre le mur. Le craquement des menottes métalliques résonna de manière anormale dans ce lieu de prétendue dignité. Son épaule heurta d'abord, puis le côté de son visage, provoquant un halètement collectif mais personne n'intervint. Les téléphones se mirent à enregistrer, mais personne ne bougea au-delà de la sécurité de l'observation. Elle ne cria pas. Au lieu de cela, elle tourna lentement la tête, croisant son regard avec une immobilité qui trahissait des siècles de connaissance de ce qui se passait. Il la dominait de toute sa hauteur, les jointures blanchissant autour des menottes, tentant de contrôler le récit par son volume sonore. Mais sa silhouette tremblante le trahissait, il était moins un commandant qu'un animal acculé. Quelque part, hors champ, une petite lumière rouge clignotait sur le téléphone de quelqu'un, capturant tout. Ce n'était pas une bagarre de routine, on sentait le crépitement dans l'air, le sentiment qu'une faille s'était ouverte sous le vernis d'ordre du palais de justice. Pourtant, pendant un instant, seul le silence régna, le silence stupéfait qui suit un acte trop grave pour être digéré. Sauf pour elle. Elle comprenait chaque mot non prononcé, et son prochain geste ferait pencher la balance. Il règne dans les salles d'audience un froid qui n'a rien à voir avec la climatisation ou le marbre. C'est un froid profond, né de l'attente, des règles cachées et des menaces silencieuses. Les bancs en bois, les murs beige brûlés et les greffiers qui tapent comme des horloges n'ont qu'un seul but, vous rappeler votre place et vous y maintenir. Les policiers comme Ryan se portent avec une lourdeur délibérée, bottes cirées, ceinture chargée d'équipements, non pas pour la protection, mais pour la présence. Ils se faufilaient dans la foule comme une pièce de machine, convaincus d'en être le moteur. Il était là depuis assez longtemps pour connaître les protocoles tacites et les contourner à sa guise. Dans son esprit, application de la loi et préjugés étaient interchangeables. Ce jour-là, après l'avoir plaqué contre le mur, il retourna simplement à son poste, près du seuil de la salle d'audience, les bras croisés, défiant tout témoin de le contester. Aucun rapport ne fut déposé. Aucune excuse ne fut présentée. La machinerie du palais de justice continua de fonctionner. Mais Carmen, car c'était son nom, ne se recroquevilla pas. Elle reprit son sac, épousseta une tache sur son chemisier et se rassit avec une dignité plus convaincante que n'importe quel badge. Son silence n'était pas une défaite, mais un choix au calme, résolu et sans peur. Les gens s'agitaient autour d'elle, certains curieux, d'autres honteux, d'autres encore feuilletant les images qu'ils avaient filmées. Personne n'offrait ni de mots de réconfort, de telles indignités faisaient partie du quotidien du bâtiment. Pourtant, cette fois, quelque chose flottait dans l'air, quelque chose d'électrique, comme si chacun sentait que les choses s'étaient enclenchées de manière inattendue. Carmen affichait une résolution sur son visage, la promesse qu'elle n'en avait pas fini loin de là. Et pour la première fois ce matin-là, le couloir se figea complètement, comme si chacun avait enfin osé retenir son souffle. Même l'air de la salle d'audience semblait s'épaissir, comme s'il se préparait à une épreuve difficile à supporter. Carmen se leva de son siège avec un calme délibéré au pas de tremblement dans les mains,
pas d'accélération dans la respiration, juste une grâce mesurée. Elle lissa un imperceptible pli de sa manche du revers de la main, déplaça le poids de sa sacoche sur son épaule, puis glissa un doigt à l'intérieur, comme si chaque mouvement était une sélection minutieuse de l'air lui-même. De l'autre côté de l'allée, Ryan haussa les sourcils et se crispa sur la défensive. Il semblait prêt à une nouvelle explosion, une nouvelle excuse fragile pour défier un comportement trop familier. Mais Carmen ne dit rien. Avec une précision silencieuse, elle ouvrit son portefeuille, le retourna jusqu'à ce que son cuir poli reflète la lumière, et le brandit à la vue de tous. Un éclat d'émail or et bleu profond scintillait sous les plafonniers. Des lettres argentées gravées à même la surface formaient son nom et son grade, chef Carmen Mendoza, commissariat de police du 12e arrondissement. L'espace d'un instant, la salle resta incrédule, puis, dans le couloir, un jeune officier poussa un cri si aigu que sa voix sembla se briser, et une greffière, à quelques mètres de là, laissa échapper un stylo. Le stylo claqua sur le carrelage avec une fin presque brutale. Le juge, au milieu de sa phrase, se figea, son marteau flotta dans les airs jusqu'à ce qu'il se renverse dans son fauteuil, plissa les yeux vers l'allée et laissa le silence s'installer. Des murmures parcoururent les bancs, « Non, c'est impossible. C'est la nouvelle chef. » Mais Carmen n'avait pas besoin de l'entendre. Elle parla avec une douceur qui résonna comme le tonnerre, « Vous m'avez dit hier que la justice devait parler d'elle-même. Alors je suis venu aujourd'hui pour observer comment elle vit et respire dans ses couloirs, discrètement, sans fanfare ni traitement de faveur. » Le silence réagit, s'installant de tous côtés, jusqu'à donner l'impression que même le haut plafond se rapprochait. Ryan relâcha sa prise sur la radio posée sur sa poitrine, sa mâchoire se crispa, mais aucun mot ne suivit. Pour la première fois de sa carrière, il ressemblait moins à un homme en uniforme qu'à un homme pris au dépourvu, vulnérable sous son regard fixe. Puis, avec la même autorité douce, Carmen porta le coup de grâce, « J'ai vu exactement ce que j'étais venu voir. » Il n'y eut ni cri, ni scène dramatique, juste une vérité sans phare, drapée de sang-froid. Ryan entr'ouvrit les lèvres, ravala la réplique qu'il avait retenue et se tut. Autour d'eux, les téléphones toujours enregistrés, les témoins retenaient leur souffle non pas parce qu'elle avait élevé la voix, mais précisément parce qu'elle n'en avait jamais eu besoin. Bien avant l'aube, Carmen se retrouva garée en face de ce même palais de justice, moteur coupé, fenêtre entr'ouverte pour laisser entrer la fraîcheur matinale. Une tasse de café fumante intacte reposait sur le tableau de bord. Dans ces moments de silence, son esprit s'emballait, même si le monde était immobile. Elle se laissa aller en arrière, son regard parcourant le contour familier des marches de pierre, les briques décolorées, les portes vitrées autrefois peu accueillantes. Elle n'avait pas mis les pieds ici depuis ses 17 ans, serrant la main de sa mère et se demandant pourquoi les gardes leur aboyaient dessus comme s'ils étaient entrés sans autorisation. Sa mère, vêtue d'un simple chemisier sans manches et d'une longue jupe, n'avait pas protesté. Pourtant, une policière leur avait barré le passage d'une déclaration glaciale, « Vous ne pouvez pas entrer habillé comme ça. » Carmen se souvenait de la chaleur qui émanait de la main de sa mère, de la douleur de l'humiliation qui s'ensuivait lorsqu'aucun étranger ne prenait la parole, et de leur retour après 2 trajets en bus, comme engloutis par le silence. Des années plus tard, Carmen caressa du doigt le bord de sa tasse de café et sentit cette vieille douleur se cristalliser à nouveau. Porteur le titre de « patronne » aurait dû lui procurer un sentiment de triomphe, mais il pesait sur sa poitrine comme du plomb. Elle se pencha sur le siège passager et en sortit une chemise fine et usée par le temps, coin gondolé, papier cassant. À l'intérieur se trouvait une lettre de refus, issue de la première réponse de l'académie de police à sa candidature. Fraîchement sortie de l'université déterminée, précise, forte, elle avait réussi tous les examens et toutes les épreuves physiques avec brio, pour finalement être accusée d'insubordination pour avoir dénoncé des propos racistes tenus par un instructeur. Une semaine plus tard, elle trouva une enveloppe qui l'attendait, aucune explication, aucune excuse, juste une porte fermée au nez. Elle faillit alors partir, surtout après que sa mère eut appris qu'elle avait un cancer du sein. C'est au cours d'une de ces longues nuits de prière entre 2 visites chez le médecin que Carmen exhuma un message d'un autre genre dans une vieille boîte à souvenirs. Pliée en 4, l'encre délavée sur les bords, se trouvait l'écriture de sa mère. La justice ne porte pas d'insigne. Elle marche dans votre colonne vertébrale. Si vous la sentez là, ne laissez personne vous l'arracher. Elle avait glissé cette lettre derrière sa carte d'identité dans son portefeuille, ne la montrant à personne, pas même au comité d'examen lorsqu'elle avait présenté une nouvelle candidature. Ce n'était pas un simple souvenir, c'était un engagement. Sous la pâle lumière du matin,
Carmen déplia à nouveau le mot et laissa ces mots se poser sur ses épaules comme un manteau. Elle aperçut son reflet dans le miroir, des yeux aguerris par les épreuves, mais toujours animés d'une détermination sans faille. Elle n'était plus l'adolescente effrayée, ni la cadette assiégée, elle était celle qui revenait selon ses propres conditions, franchissant ses portes en chef, inébranlable. Café à la main, elle goûta enfin cette amertume et cette fois, elle le sentit intentionnellement. Elle prit le dossier, le glissa sous son siège, coupa le moteur et sortit. Un court trajet la mena, passant devant les bureaux administratifs, à une étroite salle de conférence, à l'abri des regards. Elle frappa une fois, la porte s'ouvrit, révélant Ryan Evans. Il entra, col impeccable, blazer ajusté, mais le regard méfiant. Pas de lumière clignotante, pas de cirque médiatique, juste deux âmes dans une pièce au mur beige, avec une seule table en bois et un silence qui tremble d'impatience. Carmen posa le dossier usé sur la table, entre elles. L'onglet rouge marquait le poids des preuves, capture d'écran imprimée, images de caméra piéton, rapport d'incidents parsemés d'incohérences, notes internes disparues avant le dépôt des plaintes officielles au nom, date, schéma émergent comme un barrage prêt à éclater. Elle attendit, calme comme toujours, et finit par dire, avant de dire quoi que ce soit, « Regarde ça ». Et pendant cette attente, la tempête éclata enfin. « Tu croyais vraiment que personne ne te regardait ?» La voix de Ryan Evans était ferme, sans aucune colère, seulement d'une fermeté inébranlable. « Il y a toujours quelqu'un, » répondit Carmen d'un ton neutre, les yeux fixes. Un passant avec une caméra, une victime avec une histoire, un officier subalterne qui n'est pas aussi lié par votre code du silence que vous le pensiez. Un rictus amer tordit les lèvres de Ryan tandis qu'il attrapait le dossier sur le bureau, le feuilletant avec un dédain mesuré. « Ça ne vaut rien », marmonna-t-il en lui lançant un mémo froissé. Elle se pencha en avant, la voix basse montant. « Tu m'as fait venir ici pour un spectacle, une nouvelle occasion de m'humilier. Tu m'as dépouillé de ma dignité, là-bas, dans la salle d'audience. » Il déglutit, clignant des yeux sous l'intensité de sa voix. « Tu croyais vraiment que j'avais raté ton regard ? Tu ne cherches pas la justice, tu règles une rancune. » Carmen se redressa, croisant les mains sur le bureau. Elle laissa le silence s'éterniser jusqu'à ce que Ryan s'agite, mal à l'aise. Puis, presque imperceptiblement, elle se pencha plus près, le regard calme, les mots précis. « Agent Evans, vous ne m'avez pas seulement embarrassé aujourd'hui. Vous avez dégradé l'insigne que vous portez. » Il ouvrit la bouche, puis hésita. « Cet uniforme ne vous autorise pas à attraper, à bousculer, à profiler. » Son ton s'est affiné comme une lame. « C'est une promesse solennelle, protéger, servir avec retenue, faire respecter la loi avec intégrité. Vous avez abandonné cette promesse il y a des années, et pire encore, vous avez appris à vos subordonnés à l'abandonner aussi. » Ryan rit d'un rire creux et incrédule. « Vous êtes chef depuis 2 jours et soudain, vous êtes l'autorité morale de tout le service ?» Il lui repoussa le dossier, les papiers flottant au vent. « Ce n'est qu'une chasse aux sorcières, de vieilles rançéures, des grognements de gens qui détestent les flics. Vous pensez que ça va tenir ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle sortit une clé USB de la poche de sa veste et la posa sur la pile de documents. La voix de Ryan se réduisit à un murmure. Image des vestiaires. Ses yeux se plissèrent. « Tu croyais que c'était faux. Tu n'as pas fait attention. Est-ce toi, dans cet enregistrement granuleux, qui te penche et ordonne à un bleu de les malmener dès le début? Est-ce toi qui ricane tandis qu'un témoin bégait son explication avant que tu ne le menottes ?» Pendant une brève seconde, le doute obscurcit le visage de Ryan. Puis, comme pour se reprendre, il cracha, « Tu ne sais pas ce que c'est, là-bas. » « Tu n'as pas le droit de me dire ça, » coupa Carmen, son calme s'accentuant. « C'est moi qui étais sous le feu des projecteurs, obligé de mémoriser la procédure 2 fois, car je savais que je n'aurais jamais de seconde chance. » Il se laissa retomber sur sa chaise, soudain plus petit. Elle marqua une pause, laissant ses paroles s'attarder. Finalement, elle se leva, ramassant le dossier et la clé USB. « Ce n'est pas une vengeance, » annonça-t-elle doucement en se tournant vers la porte. « C'est une question de responsabilité. » Elle s'arrêta sur le seuil, jetant un regard en arrière juste assez longtemps pour qu'il puisse lire l'acier dans ses yeux. « Tu as bâti ta carrière sur la peur. Ça ne marche que tant que personne n'a plus peur de toi. » Sur ce, elle le laissa seul dans le bureau vide. Le seul bruit était le bourdonnement de la ventilation, un rappel amer que, pour la première fois, Ryan Evans était véritablement exposé.
Tout a commencé par un clip aux seulement 23 secondes d'images granuleuses filmées à la main. L'image tremblante montrait le coin d'une voiture de patrouille, le bord d'un trottoir et un garçon de 15 ans à peine, debout, les mains à moitié levées. Son sac à dos gisait abandonné à ses pieds, sa voix, bien que faible, ne trahissait aucune peur. « Je n'ai rien fait, dit-il, calme et mesuré. » Puis, dans un flou, l'agent Evans bondit, saisit le garçon par le cou et le tira de côté. L'épaule du garçon heurta le trottoir avec un craquement audible, malgré la mauvaise qualité du son. Il poussa un cri, puis se tut, le visage figé par la douleur, une main tenant son bras blessé, les jambes tremblantes comme un faon blessé. Cette image a figé les internautes en plein défilement. Elle avait été publiée par Teresa Duran il y a 6 ans, sans titre, juste la date et la vidéo elle-même. À midi, tous les principaux réseaux sociaux étaient en effervescence avec sa rediffusion. Les hashtags ont fleuri du jour au lendemain, hashtag justice pour Javier, hashtag soutenez-la. Il se souvenait de Javier Duran, le garçon qui essayait seulement de rattraper ses devoirs devant la bibliothèque. Les rapports officiels qualifiaient l'incident de « recours à la force en réponse à un refus d'obtempérer », mais il n'y avait pas d'image de caméra corporelle, pas de véritable enquête, juste des formalités administratives et le silence. Son bras avait guéri, la famille gardait le silence, et l'incident était presque oublié. Jusqu'à ce que Teresa se retrouve devant une caméra en direct, éclairée par un simple mur de briques, un micro à la main. Son regard était féroce, marqué par des années de larmes retenues. « Il y a 6 ans, mon frère Javier a été blessé par l'agent Ryan Evans, annonça-t-elle d'une voix ferme. Ce n'était pas un suspect, c'était un enfant qui avait raté son bus et qui s'était assis sur le trottoir pour lire une BD. Ce jour-là, la confiance de mon frère a été trahie. » Elle marqua une pause, laissant chaque syllabe pénétrer son esprit. « Je ne suis pas là pour m'excuser, dit-elle, le regard fixe. Je suis là pour que personne d'autre ne soit obligé de se taire comme nous l'avons fait. » Au matin, la vidéo de 2 minutes avait cumulé plus de 8 millions de vues. Les commentaires ont afflué, où étaient les affaires internes? Mon fils ressemble comme 2 gouttes d'eau à Javier. Ça aurait pu être mon enfant. Les présentateurs ont déclaré que c'était un point de rupture, des militants ont exigé la démission d'Evans, et même ses collègues d'autres commissariats l'ont discrètement désabonné sur les réseaux sociaux. Le hashtag #supporter a fait fureur sur toutes les plateformes. Carmen a vu la vidéo à 5h30 du matin. Le message de son contact média ne contenait que 3 mots dans l'objet, « Vous en avez besoin ». Elle l'a regardé une fois, puis 2, et est restée assise en silence tandis que l'aube éclairait le ciel. Elle se souvenait de ce nom Javier Duran mais du rapport incomplet qui qualifiait sa fracture du bras de simple banalité. Le silence prolongé du commissariat résonna soudain d'une voix insupportable. À 7 heures, elle entra au poste. Le brouhaha habituel des bavardages et des claquements de clavier s'estompa tandis que les agents se tournaient vers elle. L'air était différent, non plus chargé de peur ou de défi, mais chargé de la conscience que la situation avait changé. Et, visiblement, l'agent Ryan Evans était introuvable. Il s'était déclaré malade ce matin-là, mais les murmures le suivaient malgré tout. Dans la salle de repos, un agent était affalé contre le comptoir, les pouces effleurant l'écran de son téléphone. De l'autre côté de la pièce, un autre était assis, voûté à une table, les yeux rivés sur une boîte de réception non lue où les emails s'empilaient comme des livres non lus sur son écran. Au-dessus d'eux, le message défilait inexorablement, la vidéo de Duran devient virale. Personne ne prononça ces mots, mais la salle vibrait d'une compréhension commune, quelque chose de fondamental s'était brisé, et ni note ni séminaire de recyclage ne parviendrait à combler le vide cette fois. Teresa ne publia plus rien ce jour-là où elle n'en avait pas besoin. Les images étaient un verdict, le silence était enfin brisé, et ses répliques commençaient à peine à se faire sentir. Lundi arriva et Ryan Evans poussa les portes du commissariat de police de San Rio, s'attendant aux gestes habituels de reconnaissance, un hochement de tête de « Bonjour, monsieur », un demi-sourire de reconnaissance, la légère impression de privilège qui accompagne le simple fait d'être remarqué. Mais le hall était un écrin d'indifférence. Les lourdes portes vitrées sifflèrent derrière lui, scellant un couloir plongé dans un silence lourd de sens, le genre de silence qui en dit long. Ses yeux croisèrent les siens avec la chaleur d'un mur blanc. Aujourd'hui, il était invisible. Autrefois, il avait été l'officier modèle, celui que les nouvelles recrues consultaient pour obtenir des conseils, celui que les vétérans louaient pour sa ténacité tempérée par la nécessité. On disait qu'il s'affranchissait des formalités administratives et faisait avancer les choses. Désormais,
même les habitués des vestiaires ne lui accordaient plus un regard ni un rire réticent à l'une de ses plaisanteries acerbes et caustiques. Il dépassa à nouveau la salle de pause, la cafetière ronronnait dans sa mémoire. Un jeune agent de patrouille se versa une nouvelle tasse, leva les yeux, puis se détourna d'un air délibéré sans précipitation, juste un refus de répondre plus perçant que n'importe quelle bousculade dans le couloir. Dans le couloir principal, un prospectus tout frais flottait sur le panneau d'affichage à son passage. Il ne le lut pas, le titre était évident. De retour à son bureau, il ouvrit son email et se figea. Objet, congé administratif effectif. Aucune explication. Aucune signature. Juste un PDF joint indiquant son nom et son numéro de badge. Il resta assis là plus longtemps que nécessaire, puis se cala contre le dossier, traçant des motifs sur les dalles de plafond vacillantes, s'attendant presque à ce qu'elles se réorganisent, signalant un service manqué. Finalement, il rédigea un courriel cinglant adressé à « Chef des affaires internes urgent ». Il accusait Carmen Mendoza de déchirer le ministère, avertissait que l'opinion publique était en train de changer et que, sans un leadership résolu, le moral s'effondrerait. Il cliqua sur « Envoyer », convaincu de sa finalité. 10 minutes plus tard, sa réponse arrivait « Non, vous avez tout gâché. Je fais juste le ménage. » Pas de salut, pas d'excuses, pas d'invitation au débat, juste une phrase de vérité crue. Dans l'après-midi, sa note défensive était partout. D'abord apparue dans le groupe de discussion du département, puis sur un subreddit dédié aux forces de l'ordre, et enfin sous le titre en ligne d'un journal local. On y lisait une phrase « Elle nous brise ». En dessous, un commentaire anonyme « Non, monsieur, nous étions déjà brisés ». Ce simple aveu a déclenché le véritable changement. Le lendemain, Ryan revint récupérer ses effets personnels, quelques dossiers, ses chaussures de sport usées, la tasse ébréchée qu'il avait bu à chaque service. Le poste semblait inchangé, mais il lui semblait étrange. Il croisa un stagiaire au visage frais à peine 20 ans dont l'uniforme conservait la rigidité de l'académie. Le jeune leva les yeux une fraction de seconde, puis croisa les bras sur sa poitrine, comme pour cacher l'insigne de l'académie. Ryan s'arrêta net. Cette réprimande silencieuse le blessa plus violemment que n'importe quel titre. Au bout du couloir, 2 lieutenants interrompirent leur conversation en le voyant. L'un baissa les yeux vers le linoléum, l'autre afficha un sourire poli et creux avant de retourner à son téléphone. Personne ne lui demanda s'il avait besoin d'aide. Personne ne lui demanda où il allait. Personne ne lui demanda quoi que ce soit. Ce n'était pas de la colère, c'était pire, de l'indifférence. Il s'arrêta à la porte des vestiaires, s'attendant presque à ce que quelqu'un, n'importe qui, l'appelle. Mais le couloir resta muet, sans appel. Il n'y eut ni audience officielle, ni verdict public, mais la sentence avait déjà été exécutée, dans des conversations étouffées et des conversations brutalement interrompues. Il réalisa alors comment il avait passé des années à se cacher derrière son insigne, confondant armure institutionnelle et valeurs personnelles. Maintenant, cette armure avait disparu, et il n'était plus qu'un homme, dépouillé de ses privilèges, seul. Pendant ce temps, dans la petite salle de conférence au bout du couloir, quelque chose de différent s'animait. D'habitude, l'espace exigu avec sa longue table, sa vieille cafetière et sa rangée de chaises pliantes qui grinçaient à chaque changement de poste semblait étouffant. Mais ce matin-là, l'air était porteur de possibilités. Carmen Mendoza se tenait en bout de table, sans estrade, juste un mince dossier à la main et l'immobilité mesurée de quelqu'un qui choisit chaque mot avec détermination. Les anciens comme les nouveaux occupaient les sièges, certains se penchaient en arrière, les bras croisés, d'autres se penchaient pour prendre des notes, quelques-uns se contentaient de l'observer, l'évaluant. Carmen s'éclaircit la gorge et prit la parole, d'une voix calme mais résolue. La reconstruction commence par la reconnaissance de ceux que nous avons perdus, non seulement ceux qui nous ont quittés, mais aussi ceux que nous avons chassés, dit-elle en balayant la salle du regard. Aujourd'hui, nous commençons avec quelqu'un que nous n'aurions jamais dû laisser partir. Elle fit un signe de tête vers la porte, et Laetitia Torres entra. La salle changea d'un coup. Les têtes se relevèrent brusquement, les yeux s'écarquillèrent, et plus d'un resta bouche bée subtilement, mais indéniablement. Laetitia avait le dos droit, le menton levé avec une autorité tranquille. 6 ans plus tôt, elle avait été l'une des premières femmes tacticiennes du département, respectée par beaucoup, mais contestée par d'autres encore. Son retour annonçait le début d'un nouveau chapitre. Elle avait mené une négociation de prise d'otage qui avait fait la une des journaux nationaux, mais ce dont on se souvenait le plus, c'était sa rétrogradation. La note de l'époque était vague,
évoquant des inquiétudes quant au ton et à la prestance de ses dirigeants, mais tout le monde savait ce que cela signifiait réellement. Elle ne dirigeait pas comme un homme, et certains hommes n'étaient pas prêts à se laisser diriger par elle. Ce matin-là, elle se tenait à nouveau devant eux, non pas comme un avertissement, mais comme un début. Carmen lui fit signe, l'agent Torres est réintégré immédiatement comme responsable adjointe de la formation. Elle supervisera le développement sur le terrain et la réforme culturelle dans tout le district. Quelqu'un applaudit un seul. Puis un autre se joignit à lui, et bientôt, toute la salle applaudit lentement et sans interruption. Laetitia leva doucement la main, et le son s'éteignit. Elle s'avança d'une voix égale et forte, « Je ne me suis pas tue ces dernières années, » dit-elle. « J'ai été marginalisée, mais pas réduite au silence, on m'a juste fait attendre plus longtemps pour parler. Maintenant que je suis de retour, je ne demande pas à être entendue. Je m'exprime pour que les autres sachent qu'ils peuvent aussi le faire. C'est tout. Pas de mise en scène, pas de vengeance, juste une déclaration de retour. » Carmen regardait depuis son siège, et à ce moment-là, elle ne ressemblait pas à une patronne donnant une seconde chance à quelqu'un, elle ressemblait à une femme ouvrant une porte et la tenant ouverte pour que d'autres puissent passer. Après la réunion, le couloir vibrait d'une énergie tranquille. L'un des nouveaux, encore assez novice pour jouer avec son porte-badge, chuchota à un autre. Il ignorait que c'était Laetitia Torres. L'autre acquiesça, « Oui. Et c'est notre coach maintenant. Vous y croyez ?» Et pas d'un ton moqueur, mais plein d'espoir, comme si les choses étaient peut-être en train de changer. Plus tard dans la semaine, Laetitia a animé sa première séance. Il n'était pas question de tactique, ni même de loi, mais d'écoute. Elle se tenait devant un groupe hétéroclite, de jeunes recrues, des officiers en milieu de carrière et même 2 lieutenants supérieurs qui avaient choisi de s'asseoir. Elle posa une question, « Quand avez-vous été écouté pour la dernière fois ? Non pas à cause de votre insigne, mais à cause de votre histoire ?» La pièce resta silencieuse un moment. Puis quelqu'un répondit, puis un autre. Et peu à peu, le silence commença à se rompre. Carmen, debout derrière la baie vitrée donnant sur la salle d'entraînement, croisait les bras. Elle ne souriait pas vraiment, mais il y avait une chaleur sur son visage, une sorte de force douce qui disait, « Voilà, voilà à quoi ça doit ressembler. » Elle n'avait pas besoin d'être acclamée, ni de banderoles ni de gros titres, elle avait juste besoin que ce service retrouve son humanité. Et cela a commencé par faire ressurgir les voix qu'elle avait tenté d'oublier. Ils allaient encore devoir faire face à des défis. Bien sûr. Le changement n'a pas été facile, la confiance a mis du temps à s'installer, mais il avait commencé non pas par des politiques ni par des conférences de presse, mais par une vérité simple, la justice commence par ceux que l'on choisit de soutenir. Et ce matin-là, Carmen Mendoza s'est tenue aux côtés de ceux qui avaient été laissés pour compte, car ils étaient les plus intelligents pour mener la suite. Le couloir lui semblait plus long ce matin-là. Rin Evans l'arpentait seul, d'un pas lent, non pas à cause de l'épuisement, mais à cause de quelque chose de plus lourd, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer, quelque chose qui lui donnait l'impression de traverser une version de sa vie qui ne lui appartenait plus. Arrivé devant les portes vitrées de ce qui était autrefois son bureau, il essaya sa carte magnétique. Le voyant rouge clignota, refusant l'accès. Il réessaya. Même résultat. Le badge était accroché à sa ceinture. Ce même badge qu'il portait lors des émeutes, des arrestations et des gardes de nuit lui semblait soudain insignifiant. Il recula, regarda autour de lui. Personne ne le regarda. Un assistant du personnel est passé devant lui avec une pile de dossiers et n'a pas dit un mot. Une technicienne informatique fixait son écran comme s'il contenait les secrets de l'univers, faisant tout pour éviter de le regarder. À l'intérieur du bureau, à travers la vitre, son bureau était intact, mais l'ordinateur était éteint. Son identifiant avait été révoqué pendant la nuit. Les dossiers étaient verrouillés, les tiroirs vidés. Son badge était toujours accroché à la porte, mais pas pour longtemps. Il frappa une fois. Personne ne répondit. Il attendit. Puis la porte s'ouvrit. Ce n'était pas la sécurité, c'était Carmen. Elle s'écarta pour le laisser entrer, ni froide, ni en colère, juste posée, professionnelle, d'un ton qui disait « Nous savions tous les deux que ce jour viendrait ». Ryan entra, regarda les étagères vides, sa tasse à café disparue, la photo encadrée de son ancienne équipe retirée, sa veste d'uniforme soigneusement pliée dans une boîte avec son nom imprimé en lettres majuscules sur le couvercle. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, même s'il le savait déjà. Carmen ne répondit pas immédiatement. Elle s'assit derrière le bureau,
ouvrit un dossier et fit claquer un stylo. Le seul bruit dans la pièce était celui du stylo qui grattait le papier. Il tourna une page et traça un nom d'un trait le sien. « À compter d'aujourd'hui, dit-il doucement, votre contrat est résilié. » Rayan déglutit, mais ne dit toujours rien. Carmen referma le dossier, posa son stylo dessus, puis le regarda droit dans les yeux. « Il n'y a pas besoin de procès, dit-elle. Les gens avaient déjà jugé, et ils le pensaient. Pas seulement la presse, pas seulement la fureur en ligne. Parliez-vous des cadets qui avaient cessé de le citer, des lieutenants qui avaient cessé de l'inviter au briefing, de la secrétaire qui n'avait pas levé les yeux à son décès? Ils avaient parlé non pas avec des mots, mais avec distance. Il regarda une dernière fois autour du bureau, cherchant peut-être un aperçu de qui il était ou de qui il pensait être ou de qui il pensait que les autres voyaient en lui, mais la pièce ne lui rendit rien. Il prit la boîte, elle n'était pas lourde, juste quelques objets, son badge, une montre, le vieux carnet qu'il portait sur lui lors des entretiens de terrain. C'est ça, dit-il, plus pour lui-même que pour elle. C'est ça, répondit-elle. Pas de menottes, pas de date d'audience, pas de spectacle, juste la fin d'une histoire qu'il pensait toujours contrôler. Il resta là un moment encore, comme s'il attendait que quelqu'un, n'importe qui, dise quelque chose. Tu peux y aller, demanda doucement Carmen. Il n'y a plus rien pour toi ici. Et ce fut ce qui le brisa. Non pas le renvoi, ni la chute publique, mais cette sentence douce, définitive, inévitable. Il hocha la tête une fois, se retourna et ouvrit la porte. Personne ne leva les yeux dans le couloir, pas un seul au revoir, pas même un regard. Le bâtiment ne résonna pas de son départ, les murs ne retinrent pas leur souffle, la plaque ne scintilla pas ni ne tomba où elle avait tout simplement disparu. Et dehors, alors qu'il pénétrait dans la lumière matinale, il ne s'arrêta qu'une seconde. Il jeta un coup d'œil à la gare, puis à la boîte qu'il tenait à la main. Il n'y avait aucune colère sur son visage, seulement du vide. Le genre de colère qui apparaît lorsqu'un homme réalise qu'il n'était plus craint, oublié. Dans le bureau du patron, Carmen resta assise seule un moment de plus. Elle reprit le même stylo, tourna la page et rédigea la première ligne d'un nouveau dossier personnel non pas en tant que témoin, ni en tant que victime, mais en tant que rédactrice du procès-verbal. Le hall était désormais silencieux. La lumière matinale se déversait à travers les hautes fenêtres, adoucissant les angles vifs de la pierre et du métal. Les officiers passaient à pas mesurés. Les recrues faisaient la queue près du bureau d'enregistrement, ajustant leurs uniformes et leurs badges, nerveux et concentrés. L'un d'eux, jeune, peut-être une vingtaine d'années, se tenait devant la plaque de bois fixée au-dessus de l'entrée du pavillon d'entraînement. L'écriture était décolorée mais toujours nette, à l'encre noire cursive sur du papier texturé derrière une vitre. Il la lut à voix haute, à peine plus aucun murmure. La justice ne commence pas par le pouvoir, elle commence par la conscience. Il ne savait pas qu'il avait écrit, mais il se redressa un peu après l'avoir lu. Derrière lui, Laetitia Torres passait avec un presse-papier. Elle lui lança un regard, non pas de correction, mais de reconnaissance discrète, de ce genre qui signifie « Commences-tu à comprendre ?» Dehors, Carmen Mendoza descendait seule les marches du tribunal. Pas de caméra, pas d'applaudissements, pas de gros titres, juste le bruit de ses talons claquant sur la pierre, ferme, assuré. Et même si personne ne la suivait, tous ceux qui la voyaient marchaient un peu plus droit, non pas parce qu'elle leur avait dit de le faire, mais parce que quelque chose dans son silence avait parlé plus fort que son discours. La caméra s'attarde encore un instant jusqu'à ce que le seul son qui reste soit le rythme doux et résonnant de la justice marchant sur ses deux pieds. Cette histoire ne concernait pas seulement le rang ou le pouvoir, elle concernait la conscience et le courage tranquille de défendre ce qui est juste. Si cela vous a ému, aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous à Cinormax Stories pour découvrir d'autres histoires humaines puissantes comme celle-ci. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui compte, des histoires qui disent la vérité, inspirent le changement et nous rappellent que nous ne sommes pas seuls chez Cinormax.